Donc je suis professeur des universités à l'université de la Nouvelle-Calédonie, comme je le disais tout à l'heure, et je travaille au niveau recherche dans un institut qui s'appelle l'Institut des sciences exactes et appliquées, donc l'ISEA, donc qui est à l'université de la Nouvelle-Calédonie. Donc la première chose, c'est quoi le big data? Donc ça veut dire, si on traduit bêtement, hein, ça veut dire gros volume de données essentiellement. Et donc c'est des données, ce qu'on appelle des données massives. Alors de nos jours, on est confronté à ce problème parce que tous les capteurs que l'on a au niveau de l'environnement génèrent des gros volumes de données. Quand vous êtes sur Internet, donc par exemple dans le domaine du marketing, on a aussi un énorme volume de données. Donc il faut savoir gérer ce gros volume de données. Il faut savoir que les volumes de données collectés tous les jours, on peut même pas les stocker sur un disque dur d'ordinateur, même si vous avez un disque qui est assez gros. Donc derrière, ça génère une complexité de stockage et ça génère un problème aussi de traitement donc mathématique, de calcul qui est assez important. Donc chaque jour, c'est pour résumer, donc chaque jour, on a environ 2,5 trillions d'octets de données, ce qui est énorme. Ça fait 10 puissance 18, donc millions, donc 1 million de millions de millions, 10 puissance 6 puissance 3, donc c'est énorme. Et c'est les informations climatiques. Donc quand on fait des prévisions météo notamment, on a tout un tas de capteurs, on a des radars, on a tout un tas d'informations qui sont collectées et ça génère un gros volume de données. Ça peut être des signaux GPS, ça peut être des vidéos, quand vous faites de l'analyse de vidéos, du débruitage d'images par exemple, on a aussi des énormes volumes de données. Ça peut être des enregistrements de transactions d'achat en ligne. Par exemple, quand vous allez sur Amazon ou sur un autre site pour acheter des livres ou autre, on est confronté à ce type de problème. Et donc, c'est réellement, actuellement, vraiment une révolution industrielle qui est assez colossale. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que actuellement, les gens qui sont spécialistes dans ces gros volumes de données, c'est un potentiel d'emploi qui est absolument énorme. Donc, derrière ça, donc il y a des métiers, notamment la science des données, donc et les mathématiques, qui permettent de recruter beaucoup d'étudiants qui sont spécialisés dans ce domaine. Alors maintenant, on a bien sûr, donc pour rester général, différentes familles d'outils qui répondent à une problématique. Donc c'est pas triple. Donc ici, on a 6 V, donc parce que vous allez voir, le V se répète 6 fois. Donc le volume de données qui est considérable, donc on vient de le dire, à traiter. On a une variété d'informations. Donc souvent, c'est des sources de données qui peuvent être assez hétérogènes. Donc ça, c'est aussi un problème. Donc des données, ça peut être des données de différentes structures, donc avec des monnaies par exemple différentes. Donc ça, c'est des données hétérogènes. Ensuite, ce qu'il faut, c'est ce qu'on appelle de la véracité. Donc véracité, c'est-à-dire la fiabilité des données. Donc bien sûr, quand on collecte des données, il faut s'assurer que les données que l'on collecte soient de qualité. Donc il faut s'assurer de la fiabilité de ces données. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, donc la valeur, bien sûr, c'est la valeur. Donc les données, c'est de l'information, bien sûr. Et ça génère une valeur qui est colossale. C'est un prix qui est énorme parce que ça permet de faire des interprétations, des prédictions via des modèles mathématiques, par exemple. Alors, bien sûr, quand on a des gros volumes de données, il faut être capable de les traiter. Il ne faut pas que ça prenne un mois pour traiter un volume de données considérable. Il faut que ça soit fait très rapidement. Donc, on verra qu'il existe des outils permettant de traiter des gros volumes de données rapidement. Donc, et ensuite, bien sûr, le dernier point, même si si vous travaillez dans des espaces de dimension extrêmement élevées, il faut être capable de pouvoir visualiser ces données et puis d'interpréter ces données, donc avec des outils visuels. Alors, on fait ce qu'on appelle des projections, pour résumer, par exemple, des points qui sont dans des espaces de dimension très élevées, dans le plan ou dans l'espace, en 2 dimensions ou en 3 dimensions. Donc ça, on sait faire avec des outils mathématiques. Alors, il existe beaucoup d'évolutions technologiques, donc à ce niveau-là. Notamment, on est capable aujourd'hui de lancer des calculs ou de stocker des données sur différents serveurs de calcul. Donc ça, c'est possible via Internet, donc sans aucune difficulté. On a accès à des bases de données qui permettent de gérer des bases de données qui sont de taille colossale. Donc c'est vraiment plusieurs milliers de données qui sont stockées. Donc c'est ce qu'on appelle le Hadoop. Et puis bien sûr, on est capable de faire des calculs en parallèle, c'est-à-dire qu'on va partager les calculs donc complexes sur plusieurs ordinateurs sur toute la planète. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes à faire quand on a ce volume de données. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est un travail qui est très pluridisciplinaire. Donc, c'est un travail qui est réalisé donc avec les compétences de biologistes, d'informaticiens, de mathématiciens, de physiciens, d'écologistes en l'occurrence.
de l'Institut de sciences exactes et appliquées, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui est dirigé par le professeur Jorge Tredice, et ensuite de différentes universités, donc l'Université de la Nouvelle-Calédonie bien sûr, l'Université de Bordeaux, donc en métropole, notamment l'UMR EPOC, qui travaille dans le domaine de l'environnement océanique et paléo-environnement océanique, et l'Institut de mathématiques de Bordeaux, et aussi au niveau de la Bretagne, donc le laboratoire de mathématiques de Bretagne-Atlantique. Alors il faut savoir que quand on travaille dans une université, ben, le travail en général, c'est pas un travail solitaire, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, vous l'avez vu dans le film. Ben, le travail, en fait, c'est un travail qui est réalisé en collaboration avec plusieurs chercheurs sur la planète et plusieurs universités. Alors maintenant, revenons à quelque chose de très concret. Donc, je vais vous parler en environnement. Pourquoi est-ce qu'on a du gros volume de données? Qu'est-ce qu'on peut faire en environnement pour pouvoir tirer de l'information de ce gros volume de données? Donc ici, vous reconnaissez tous, hein, c'est un bénitier. Donc, ce qu'on a fait sur ce bénitier, on va utiliser une technique qui s'appelle la valvométrie à haute fréquence. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'acquisition de données à haute fréquence, c'est-à-dire les fréquences d'échantillonnage, on va avoir 10 Hz par exemple, 10 mesures par seconde. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a équipé ce bénitier ici de 2 électrodes, on le voit pas trop bien, vous le verrez tout à l'heure un peu mieux sur les photos, et on mesure en fait l'écartement valvaire. Donc, en fait, c'est un champ magnétique qui est entre ces 2 électrodes. Ce champ magnétique, on peut le convertir ou le modéliser, le transformer en distance, donc ça c'est très facile, avec des lois physiques. Et ensuite, on a donc l'écartement valvaire entre de l'ouverture et la fermeture de ce bénitier. Alors pour y voir un peu plus clair, ce dispositif ça a été installé en Nouvelle-Calédonie, donc dans le sud de la Nouvelle-Calédonie, au niveau d'un récif qui s'appelle le récif Yoro, en l'occurrence. Donc il y a eu une poche ici, une poche à bénitier, on va dire, avec ici une chape de plomb, bien sûr, pour que ça reste au fond. Donc c'est des bénitiers qui sont constamment immergés. On a donc le système des électrodes qui est là. Après, on va le voir un peu plus clairement. Ici, vous avez un boîtier cylindrique qui contient une carte électronique qui a été développée, donc avec un système d'exploitation qui est au minimum pour consommer le moins d'énergie possible. Et ensuite, on va le voir tout à l'heure, vous avez donc les huîtres qui sont connectées. C'est-à-dire que les huîtres ou les bénitiers, en l'occurrence les bivalves, vont se connecter automatiquement à Internet et transférer automatiquement les données et elles vont être modélisées. Voilà, donc le dispositif qui est assez simple, hein. Donc là, pour une huître, on le voit un peu mieux. Là, vous voyez bien les électrodes, hein. Donc des huîtres de Nouvelle-Zélande, par exemple. Voilà, donc ici, plusieurs huîtres, donc avec le capteur. Et donc, voilà, le système est le suivant. Donc, on a des électrodes. C'est la taille d'une allumette. Donc, bien sûr, les biologistes ont vérifié que c'était pas une technique qui était stressante pour l'animal, parce qu'il n'est pas question de mesurer le stress du bénitier, en l'occurrence. C'est pas ça que l'on veut mesurer. Donc, c'est une technique, alors en aquarium, qu'ils ont vérifié que l'activité n'était pas modifiée, ce qui est le cas. Ensuite, 2 cartes électroniques. Alors, il y a eu un gros travail qui a été réalisé, ont été développés, qui consomment 0,5 watts chacune. Donc, ça fait 0,5 fois 2, ça fait 1. Hein. Donc, 1 watt pour les 2 cartes. Pas beaucoup. Hein. Un ordinateur de bureau que vous avez quand vous achetez, par exemple, celui-là, hein, c'est à peu près 250 watts. Donc, c'est quand même beaucoup plus. Alors, le but du jeu, c'est pouvoir installer ce système partout sur la planète. Alors, il faut savoir que partout sur la planète, on n'a pas toujours accès à une prise de courant, bien sûr, hein, là où on va installer le dispositif. Donc, ça peut être alimenté, donc ici ça marche très bien en Nouvelle-Calédonie par les panneaux solaires, c'est ce qui a été fait d'ailleurs. Donc les panneaux solaires permettent de fournir suffisamment d'énergie pour être autonome complètement. Donc le système a tourné pendant pratiquement 2 ans sans aucune intervention humaine. Ensuite, dans des sites, par exemple dans le Spitzberg, je vais en parler tout à l'heure, ben, c'est beaucoup plus compliqué. Hein, donc on a utilisé d'autres systèmes, notamment des prises donc électriques, qui permettaient d'alimenter en courant. Sinon, on peut très bien mettre des batteries de voitures ou de camions qui permettent d'avoir une autonomie de 2-3 mois. Alors bien sûr, au bout de 2-3 mois, il faut changer les batteries. Ensuite, on modélise. Donc, vous allez voir tout à l'heure quelques modèles. On peut modéliser tout ça. Hein. Et bien sûr, ensuite, on peut transférer. Alors, ce qui est important, hein, c'est quand vous avez beaucoup de volume de données tous les jours, hein, 1 million de données tous les jours, par exemple. Tous les jours, ça s'accumule. Ben, si vous faites rien, vous allez avoir beaucoup de données, vous allez être complètement perdu. Donc, ce qu'on fait, c'est que tous les jours, les animaux vont transférer les données donc sur un serveur. Sur ce serveur, ça va être modélisé et traité, et les résultats vont être diffusés automatiquement sur un serveur web, donc sur une page web, où tous les résultats sont accessibles et où on peut les visualiser. Alors, quel est l'objectif? Alors, l'objectif, c'est pas de mesurer le bâillement d'un bénitier, c'est intéressant, mais pas trop quand même. Donc, l'objectif, c'est de détecter en temps réel les perturbations environnementales. Donc, ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'on va se servir de cet indicateur, finalement, de pollution, par exemple de pollution ou de réchauffement climatique, et on va essayer de visualiser si l'activité de l'animal est modifiée, et si elle est modifiée, ça peut vouloir dire, bien sûr, si on fait des mesures en parallèle, qu'il y a une perturbation environnementale, qui peut être diverse.
Ensuite, on va utiliser les résultats de différents modèles comme un outil de surveillance de la qualité de l'eau. Ce qu'on appelle, c'est du biomonitoring. C'est-à-dire que directement, on utilise l'animal et on fait ce qu'on appelle du biomonitoring en direct. Et ensuite, un point qui nous a intéressé, notamment au niveau des bénitiers, dont je viens de parler, c'est d'étudier en fait l'impact physiologique du réchauffement global sur un représentant de la faune marine, donc le bénitier, qui représente donc un indicateur finalement environnemental de ce qui se passe dans le milieu. Voilà, donc l'acquisition des données, donc là vous reconnaissez tous très bien, hein, donc on a la Nouvelle-Calédonie, c'est installé au sud de la Nouvelle-Calédonie, donc là on voit le câble, donc là on reconnaît, on voit pas bien mais un panneau solaire. La deuxième carte électronique, celle qui contient, on a installé un téléphone sur la carte électronique, c'est-à-dire une carte SIM, comme ça les bénitiers se connectent directement sur Internet et transfèrent les données automatiquement. Connexion Wi-Fi, hein, et puis donc direct, connexion sur Internet et transfert par FTP. Si vous connaissez un petit peu, c'est facile, bon, on l'a fait. Et donc ça fait quand même, vous allez voir avec une fréquence qui est assez élevée, ça fait des volumes de données qui sont transférés tous les jours, qui sont assez importants. Et deuxième point qui est important, s'il y a un problème de communication, la carte ne marche plus, ou disons qu'il y a un problème de communication avec Internet, un accès difficile, ça peut arriver un jour donné, avec un opérateur lambda, on va dire, on va pas faire de publicité. Et donc, dans des cas comme ça, qu'est-ce qui se passe? On se connecte sur la carte, via SSH, pour ceux qui connaissent un petit peu, et on transfère les données manuellement. Pas besoin d'y aller. Bon, bien sûr, des fois, c'est intéressant hein, d'y aller, surtout quand on est à l'autre bout de la planète, il y a des endroits sympathiques, mais bon, on peut faire sans ça. Voilà, donc là, le récif, donc le phare, on voit bien ici, le câble de jonction, l'électronique, les bénitiers, il y en a 16. Voilà, donc j'ai tout dit. Voilà notre site donc en Bretagne. Donc en Bretagne, il y a beaucoup d'huîtres, notamment il y a ce qu'on appelle on fait de l'élevage d'huîtres. Donc les Bretons aiment pas mal ça. Donc ici une poche à huîtres avec les 16 animaux. Donc ici pareil, sur une table ostréicole, le dispositif est installé. La carte électronique se connecte, permet la connexion sur Internet, transfère les données automatiquement. Alors maintenant, on va plus loin, hein, on va sur toute la planète. Donc tout ça, ça peut marcher du laboratoire à des sites qui sont proches ou lointains, hein, donc notamment ici au niveau du Spitzberg, pour suivre le réchauffement global, donc sur des équivalents de coquille Saint-Jacques. Donc le but du jeu, c'est est-ce qu'on est capable de mesurer finalement le réchauffement global au niveau de la planète par l'intermédiaire d'un indicateur comme donc ici ce bivalve, hein, cet animal qui est ici la coquille Saint-Jacques. Alors maintenant, ce dispositif fonctionne dans plusieurs sites sur la planète, hein, donc 21 sites dans le monde, hein, dont la Nouvelle-Calédonie, en Norvège, donc notamment dans l'île du Spitzberg, dans l'archipel du Svalbard, donc il y a, disons, un village scientifique où il y a beaucoup d'études qui sont faites. En Russie, pour suivre des problèmes de pollution plutôt liés à la radioactivité, donc à Mourmansk. Et ensuite, sur toute la côte atlantique, donc notamment dans un port en Espagne, le port de Santander, c'est le Pays basque espagnol. Alors maintenant, les données, parce que je parle de volume de données important, hein, donc la fréquence d'acquisition, c'est 10 Hz. Donc 10 Hz, ça veut dire quoi? 10 mesures par seconde. On peut bien sûr la changer, hein. On peut passer à 100 Hz, 100 Hz, 100 mesures par seconde. Donc ça fait, si on reste sur 10 Hz, comme les animaux, il y en a 16, on les interroge un par un. Donc ça fait donc une mesure qui est collectée toutes les 0,1 secondes, puisque tu es à 10 Hz, et puisqu'il y en a 16, ça veut dire que chaque animal est interrogé toutes les 1,6 secondes. Jusque-là, c'est clair. Ce qui fait 108 000 mesures pour un bénitier par jour, 1 728 000 mesures par jour pour les 16 bénitiers, 630 720 000 mesures par an pour l'ensemble. Et donc, si on fait le calcul, donc ça fait 10 milliards et poussières de mesures par an pour les 17 sites. Mais ça, c'est rien. En parallèle, souvent, il y a des sondes multiparamètres qui permettent de mesurer différents paramètres donc sur le milieu, donc à ce niveau-là. Donc ça, c'est que l'activité d'ouverture et de fermeture des animaux. OK ? Alors maintenant, l'objectif à nouveau, hein, donc c'est de faire face à ce déluge de données. Donc on est bien dans un cadre donc qu'on appelle de big data. On va utiliser des modèles pour simplifier et décrire ce qui se passe. Donc modéliser le comportement des bénitiers dans leur environnement, dans le but de détecter des perturbations environnementales. Alors c'est pas pour s'amuser dans un laboratoire hein, ou dans un bureau. Non, c'est réellement pour produire des modèles efficaces pour prédire et détecter des perturbations environnementales. Ensuite, développer des indicateurs, donc des indicateurs mathématiques, bien sûr, pour la surveillance de la qualité d'un système ou d'un écosystème, par exemple aquatique. Étudier l'effet du réchauffement global sur un représentant de la faune, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc le bénitier, par exemple.
Et ensuite, bien sûr, ce qui est extrêmement important, c'est d'accumuler les données dans des bases de données, de façon à ce que ces bases de données soient, c'est une richesse, hein, ces bases de données soient disponibles pour toute personne qui est intéressée, hein, afin d'avoir une information et puis éventuellement de suivre l'évolution dynamique dans le temps de cet écosystème. Alors voilà, ça c'est un bénitier, hein, là il y a pratiquement 60 000 données, donc on a ici de 0 à 24 heures, donc une journée, et là on a l'écartement valvaire en millimètres, donc l'animal s'ouvre et se ferme, et là qu'est-ce qu'on voit? On voit l'animal il y a des micro-ouvertures, fermetures, là il est plutôt fermé, là il est plutôt ouvert, et puis là il s'ouvre et il se ferme. Donc voilà, c'est l'activité du bivalve au cours du temps. Bon, bien sûr, on peut s'amuser à déterminer sa vitesse, la vitesse d'ouverture et de fermeture. Là, pour le moment, pas de maths, hein. Donc la vitesse est facile, on mesure les accroissements. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais on peut calculer ça de manière assez facile. Bon, ça donne ça. On voit l'animal ici qui est resté fermé, grosso modo. Les vitesses sont proches de 0, avec des micro-activités d'ouverture et de fermeture. Donc ce qui est très intéressant, c'est de regarder et de modéliser justement les micro-activités de fermeture et ouverture, parce qu'on se dit, si le milieu est perturbé, l'animal va avoir des micro-ouvertures de fermeture, il va être agité d'une certaine manière, ou bien il va avoir tendance à se fermer rapidement s'il y a un prédateur, par exemple. Et ça, c'est ce qu'on veut absolument détecter. Alors maintenant, je vais parler je vais me focaliser sur quelques points simplement, hein. Donc l'aspect modélisation mathématique. Donc on va développer des modèles mathématiques, notamment en lien avec les valeurs extrêmes. Alors les valeurs extrêmes, c'est quoi? C'est très simple, hein. C'est qu'on veut estimer précisément à quel moment, disons, un événement va arriver avec une probabilité qui est très faible, par exemple proche de 0. Autrement dit, vous êtes, par exemple, si vous prenez des maladies, on sait qu'au niveau du génome, il peut y avoir une mutation qui apparaît, qui fait que le cancer va apparaître. On sait que la probabilité est faible, mais malgré tout, ça peut apparaître. Alors, on va essayer de localiser le gène qui va faire que la pathologie va apparaître. Donc ensuite, on va faire, bien sûr, c'est comme vous avez l'habitude de vous coucher à une certaine heure, vous levez à une certaine heure, donc vous avez un rythme biologique. Toute perturbation de ce rythme biologique, donc c'est ce qu'on va essayer de détecter, hein, peut, guider l'intuition vers un changement de comportement ou d'activité de l'animal dans son milieu, donc lié par exemple à une pollution. Ensuite, un autre point qui peut être important, comment faire pour modéliser la croissance de l'animal? Donc, c'est-à-dire en étant en ligne derrière votre bureau, modéliser la croissance de l'animal de façon, bien sûr, que si l'animal a une croissance qui s'arrête pour une raison ou pour une autre, ça veut dire que d'un point de vue biologique, ça ne se passe pas si bien pour lui, donc il y a une perturbation environnementale aussi. Alors maintenant, les événements extrêmes, pour faire un lien, on en connaît malheureusement de plus en plus, c'est lié au réchauffement global, notamment si on prend l'ouragan Sandy en octobre 2012, c'est quand même une des plus grosses tempêtes qui a frappé les États-Unis, hein, donc on voit quand même ici les dégâts que cela a causé, donc c'est absolument énorme. Malheureusement, on en a eu il n'y a pas très longtemps, justement, donc Irma, sur les Antilles en septembre dernier, hein, ça a causé aussi des dégâts qui sont absolument considérables. Donc, il faut savoir qu'avec le réchauffement global, il faut être capable de détecter des événements qui sont extrêmes. C'est-à-dire, là, c'est des vents qui sont extrêmement violents, extrêmement forts. Et la détection de ce type d'événement est extrêmement primordiale parce que c'est quand même la protection des personnes qui vivent, notamment, par exemple, ici aux Antilles. Donc, si on peut leur dire avant de partir avant, c'est quand même ça limite le nombre de morts. Alors maintenant, le changement climatique, événement extrême aussi, hein, mais malheureusement, on sait vers quoi on va. Sans engagement de nombreux scénarios, on va vers une augmentation de 4 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. 4 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, c'est énorme, quand on va voir les répercussions que ça génère. Ça fait une augmentation des températures, donc extrême, donc il va faire plus chaud, ou plus froid d'ailleurs, on va avoir ces probabilités qui sont plus importantes, et donc les tempêtes qui vont être plus violentes. Et bien sûr, tout ça, ça va jouer à la fois sur l'agriculture des écosystèmes, donc l'augmentation de l'intensité des cyclones, une sécheresse qui est plus importante, changement climatique au niveau global, et bien sûr, tout un tas de répercussions. Quand on regarde donc par exemple les océans, ça a des répercussions qui sont colossales. On le voit bien au niveau des coraux notamment. Alors, quelques autres exemples. Quand on regarde la magnitude des séismes, par exemple, exceptionnellement forts, en fonction de la position, donc dans ces articles-là, on peut trouver ces informations-là. Le niveau de production maximale qu'une entreprise, en fonction du facteur du travail disponible. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça ne sert à rien de pousser les gens au clash, d'une certaine manière, dans une entreprise. Et il y a des moments, il faut savoir, avec un certain nombre de salariés, il faut limiter, sinon les gens ne vont pas tenir.
Donc ça, c'est extrêmement important. Le niveau de précipitation extrême en fonction de la position. Donc ici, c'est du spatial, la position géographique sur la planète. Les statistiques extrêmes, notamment dans le domaine de l'environnement et la surveillance d'un système aquatique. Donc là, moi, j'ai contribué avec pas mal de collaborateurs un peu partout dans le monde à ces problèmes-là. Et donc, bien sûr, le but et le rôle d'un chercheur, c'est de faire de la recherche, bien sûr, ça vous en doutez bien, mais c'est de produire des articles scientifiques dans lesquels vous dévoilez finalement les nouveautés au niveau mathématique et puis les nouveautés, bien sûr, les conséquences de ces nouveautés sur les applications. Alors, par exemple, aussi la statistique extrême de données de hauteur de vague. Alors ça, c'est extrêmement important. Par exemple, quand on travaille donc ici, et quand on peut regarder les risques de submersion au niveau de la carte, au niveau du littoral, mais ça se modélise très bien. Et on peut construire des cartes donc, de risques donc, au niveau de l'environnement côtier. Alors maintenant, rapide, hein, derrière il y a des maths, alors ça c'est des mots, hein, mais derrière il y a des maths. Donc des maths, c'est développer des modèles. Une fois qu'on a développé ces modèles, il faut estimer tout un tas de paramètres, parce que là il y a des données derrière. Hein. Donc on fait ce qu'on appelle des modèles stochastiques ou des modèles basés sur de l'aléatoire. Donc ici on considère un modèle, le modèle il est juste là, hein, donc un modèle qui paraît simple, c'est-à-dire avant d'être sur les extrêmes, c'est-à-dire la probabilité très rare, on fait de manière classique, on va dire. Et quand on a dépassé ces extrêmes, on n'a plus de données, on fait des modèles appropriés. Et donc, ces modèles appropriés, on est capable d'estimer tout un tas de paramètres. Je les montre, on fait de l'estimation. Je vais vite, hein, vous voyez. Donc, ça, ça se fait bien sûr en laboratoire. Ça, c'est des résultats qui sont nouveaux, hein, jamais publiés, donc vraiment nouveaux. Et donc le modèle, voilà, le modèle peut s'écrire à partir de données. Voilà le modèle mathématique. Et extrêmement important. Quand on fait des mathématiques, on l'a dit tout à l'heure un petit peu, mais quand on fait des mathématiques, qu'est-ce qu'on fait? On développe un modèle, ça c'est une chose. Tout le monde peut développer un modèle, même simple. Ensuite, une fois qu'on a ce modèle, il faut tester les propriétés mathématiques de ces modèles. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on est chercheur en mathématiques? On écrit des théorèmes. Et bien, une fois qu'on a écrit un théorème, on le prouve. Donc voilà un des théorèmes qu'on a publié en 2015, justement, qui montre que finalement, ça c'est la valeur théorique du paramètre qu'on ne connaît pas. Hein. Je rappelle, en pratique, on ne connaît rien. Donc on ne connaît pas la valeur théorique du modèle. Donc ça, c'est un paramètre théorique. On a été capable de l'estimer, et puis on mesure en gros ce que ça veut dire, tout ça, simplement. Ça veut dire que l'estimateur qu'on a proposé, c'est une variable aléatoire, l'estimateur proposé est très proche de la vraie valeur du paramètre avec une vitesse de convergence. On calcule ce qu'on appelle des vitesses de convergence. Vous verrez quand vous ferez, j'espère pour plus tard, une licence de mathématiques, par exemple. Donc, vous allez voir ce que c'est une vitesse de convergence. À quelle vitesse, donc, l'estimateur converge vers la vraie valeur du paramètre? Là, on a une vitesse de convergence qui est assez standard. Hein. C'est du log n sur n, donc relativement rapide, parce que c'est une technique qui est complètement non paramétrique. Et voilà ce qu'on a démontré comme premier résultat. Deuxième résultat, si on prend le vrai modèle qu'on ne connaît pas, bien sûr, en pratique, le modèle, on n'y connaît rien. On estime notre modèle via les outils et les données que l'on a. Et on est capable de montrer que finalement, l'éloignement entre le vrai modèle, le modèle théorique, on va dire, et le modèle, dans le modèle théorique et le modèle estimé ici, on a une vitesse de convergence qui est faite. Donc ça, c'est des vitesses de convergence, tout simplement, en probabilité, parce qu'on a de l'aléatoire. Donc c'est ce qu'on appelle le grand OP. Alors maintenant, ça c'est la première chose. Donc à partir de là, c'est fantastique, on ne s'en rend pas compte, mais on est capable. Alors je résume avec quelques mots en français. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? On est capable de dire, on va prendre un événement extrême, c'est-à-dire un événement qui arrive avec une probabilité très rare. Probabilité très rare, probabilité proche de 0. Ok, vraiment 0. Allez, 1 sur 10 puissance moins 6. Petit, hein, 1 sur 1 million. Vous prenez cette probabilité-là. On est capable de dire que tel événement va arriver. On est capable de dire que cet événement va arriver avec cette probabilité très rare à tel moment. Donc on est capable de prédire ce genre d'événement. Alors maintenant, deuxième chose. Ce que j'ai dit tout à l'heure qu'on considère un modèle qui évolue dynamiquement. Donc c'est ce qu'on appelle de la dynamique, donc l'évolution dynamique d'un processus au cours du temps, parce que c'est un modèle dynamique. Okay, bien sûr, l'animal vit sa vie, hein, et donc il vieillit comme vous, hein, à chaque seconde. Donc l'animal a une vie. Okay, donc on regarde au cours du temps. Et donc, finalement, le modèle est assez simple. Le modèle qu'on va regarder, c'est Y, c'est quoi? C'est l'écartement des valves du bénitier, par exemple. L'animal s'ouvre et se ferme. Donc, écartement valvaire, on a une distance et on mesure la distance en fonction du temps.
Le temps, facile ici, parce que je vous ai dit tout à l'heure, on fait une mesure sur chaque bénitier, tout est 1,6 secondes. Donc ça, on connaît. Tout est 1,6 secondes, on a une mesure. Donc c'est ce qu'on appelle un modèle déterministe ici, ou à effet déterministe, puisque TK est connu. Bien sûr, on a fait le cas général, le cas aléatoire. Et tous les résultats que je vais vous donner, on l'a fait dans le cas aussi aléatoire. Voilà le modèle simple. Alors, le problème qui existe ici, c'est qu'on n'a pas une régression linéaire, on n'a pas y égale à x plus b, c'est-à-dire vraiment y qui varie proportionnellement en fonction de x. On n'a pas ça. En pratique, f, ça peut être n'importe quoi, ça peut être quelque chose d'extrêmement compliqué. Et cette chose extrêmement compliquée, c'est ça qu'on va estimer. Ça peut être un mélange de sinus, ça peut être des exponentielles, ça peut être un mélange de fonctions, un truc très compliqué. On ne connaît pas. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas f. Alors, l'estimateur. Donc l'estimateur, on y va. Donc le premier estimateur, ça c'est là je pourrais l'expliquer en aparté, mais c'est très facile. Sur cet estimateur, facile, on sait estimer par des techniques de convolution, donc des techniques d'ondelette ou de noyau, on sait faire, pas de problème. On sait dériver, hein, même là, je ne sais pas si vous avez fait les dérivés en seconde, peut-être pas encore, hein, mais quand vous allez faire les dérivés, très facile, hein, on dérive cette fonction, aucun problème, pas besoin d'avoir fait des longues études en mathématiques pour faire ça, ça se fait tout seul. Là, ça veut dire qu'on est capable de mesurer la vitesse. Donc ça, c'est l'estimé, donc cas déterministe. On a une mesure toutes les 1,6 secondes. On a une fonction qu'on est capable d'estimer. Donc ça, c'est les données. Donc on a toutes les informations, on a tout ce qu'on veut. Tout marche très bien. On dérive, on a la vitesse. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est un papier qu'on vient de soumettre. Donc là, je vous présente le résultat de publication. Hein. On a réussi à démontrer avec des collègues donc, qui sont Bernard Bercu et Sami Capderoux. D'ailleurs, Bernard Bercu qui était invité par l'Université de la Nouvelle-Calédonie pendant 15 jours, il n'y a pas très longtemps, au mois d'août. On a montré, d'ailleurs pendant son séjour, qu'on a une convergence presque sûre. Donc ça, c'est des notions de convergence. Bon, quand n est grand, grosso modo, l'estimateur converge vers une vraie fonction qu'on ne connaît pas. Donc on est content. Deuxième chose qu'on a montré, parce qu'on est dans l'aléatoire ici, on a montré que l'estimateur en question converge asymptotiquement vers une loi particulière. Je ne dis pas laquelle, c'est une loi normale, hein, pour ceux qui ont déjà vu ça, vous n'avez pas vu encore, avec une certaine vitesse de convergence. Et ça, c'est magnifique, parce que on ne s'en rend pas compte. Mais derrière ça, on peut résoudre tout un tas de difficultés techniques, on va dire. Je passe. Maintenant, visuellement. Qu'est-ce que ça donne visuellement? Regardez bien. Hein. Donc, on a 3 estimateurs ici. Donc, on a le bénitier de tout à l'heure. On a ici donc les données. Les données, c'est le point noir. Premier estimateur qu'on a proposé, c'est du rouge. Donc, vous voyez bien que c'est pas si mal. Le modèle en rouge colle assez bien aux données. Le modèle en bleu colle assez bien aux données aussi. Et le modèle en vert colle assez bien aux données. Donc après, ce qu'on fait, quand on a plusieurs modèles et qu'on a la possibilité de tester plusieurs modèles, on fait de la comparaison de modèles. Et là, bon, visuellement, hein, simplement avec les yeux, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que l'estimateur qui est proposé ici colle beaucoup mieux aux données. Alors c'est bien sûr, j'ai une forme explicite. Hein. La fonction f est inconnue, on a une forme explicite et on montre que ça converge très bien. Et ça, je peux le faire sur n'importe quel jeu de données, n'importe quel jour de l'année, et ça marche très bien. Alors maintenant, à quoi ça sert de faire tout ça? Bien sûr, c'est notre métier, enseignement et recherche, c'est une chose, mais quelles sont les applications possibles de tout ça? Alors c'est très simple, écoutez bien. Ici, je prends 3 bénitiers, A, B et C. Donc ici, j'ai l'écartement valvaire, donc en millimètres, ici, l'animal s'ouvre et se ferme. Au cours du temps, 24 heures, donc 3 jours. Okay, donc 3 bénitiers par la même journée. Donc on voit que l'animal ici, il s'agite un petit peu et puis il se ferme. Il s'agite, il se ferme, il s'agite et il se ferme, etc. Donc on voit ici les fermetures. Hein. C'est les traits, donc les vitesses seraient nulles. Et ensuite, l'animal s'agite et s'ouvre et se ferme. Là, c'est pareil, le deuxième. Bien sûr, chaque animal est différent. Hein. Il y a une variabilité qui est importante, disons interindividuelle. C'est comme vous, hein, vous avez l'habitude de dormir 4 heures par nuit peut-être, et derrière, il faut dormir 10 heures. Donc chacun, il y a une variabilité biologique, on va dire. Okay, donc ce qu'on fait, et ce qu'on fait automatiquement, ça c'est fait automatiquement sur le site web, sur le serveur web, via les modèles mathématiques. On est capable de détecter les fermetures automatiquement. On les détecte, et une fois qu'on les détecte, on les représente sur des graphiques qui sont comme cela. Hein. Donc ici, on repère les fermetures, c'est les traits rouges en traits plats, et puis donc le reste, c'est les ouvertures.
On fait pareil pour le deuxième animal, on représente. On fait pareil pour le troisième animal, on représente. On fait ça pour les 16 animaux, une journée. On fait ça pour le deuxième jour, le troisième jour, le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, le sixième mois, et au bout d'une année, etc. On continue, on accumule les données. Donc sur le site, vous rentrez les données, la plage horaire, donc première date et deuxième date, et c'est automatiquement fait ce genre de graphique. Et je vous montre. Voilà ce que ça fait. Donc par exemple, ici, sur une période qui va du 4 mars, alors j'aurais pu continuer sur plusieurs années, mais ça n'a pas d'intérêt, parce qu'il faut que ça soit visuel quand même. Du 4 mars au 8 juin, que se passe-t-il? Donc ça, c'est sur des données, on va dire, d'huîtres, ce n'est pas des données de bénitier. Ben, on voit quelque chose qui est assez remarquable. Et d'ailleurs, quand on fait des maths, ben, au début, ok, on a écrit notre modèle, on a fait la théorie, on a les convergences, on a toutes les propriétés mathématiques, c'est très bien. Ensuite, on fait tourner sur... Alors, il faut écrire les codes de calcul, bien sûr. Et derrière, on écrit les codes de calcul, on fait tourner sur des ordinateurs qui sont plus ou moins puissants, dans des temps qui sont plus ou moins longs. Et ensuite, on représente des résultats. Ça, c'est une représentation des résultats. Donc, ce qu'on voit, là, ici, on a... Je ne sais pas si on voit très bien, mais il y a l'onde de marée. On voit l'onde de marée, on voit le jour et la nuit. Donc ça, c'est la nuit, ça, c'est le jour. Donc ça, automatiquement, en fonction de la position GPS où vous êtes dans la planète, on est capable de prédire, ben là, le soleil se lève à telle date, à telle heure, pardon, et il se couche à telle heure. Donc ça, c'est automatiquement fait par des modèles aussi. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben là, on voit l'onde de marée qu'on retrouve, mais c'est pas l'onde de marée, c'est l'activité des huîtres, en l'occurrence ici. Ça veut dire que les huîtres ont tendance disons, il y a une corrélation qui existe entre l'activité d'ouverture et de fermeture des animaux en fonction de la marée. Et on s'est amusé avec un prof en astrophysique, notamment, en fonction de la position de la Lune, en fonction des coefficients de marée, de modéliser ce genre de choses. Donc c'est des modèles qui sont assez complexes, parce que c'est des modèles physiques, là, à ce niveau-là. Et on a réussi à démontrer qu'effectivement, la corrélation était parfaite. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, à quoi ça sert? Il y a un rythme, très bien. Et là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, on peut remarquer que normalement, il ne se passe pas grand-chose dans cette période-là, mais ici, dans cette plage de date, ici, vers le 18 avril, eh bien, on voit des fermetures de l'animal qui apparaissent à des moments, normalement, où elles ne devraient pas apparaître. Et donc, puisqu'il y a des fermetures qui apparaissent à un moment où elles ne devraient pas apparaître, qu'est-ce qu'on se dit? On va regarder qu'est-ce qui se passe. Et donc là, on a regardé ce qui s'est passé, on a pris des données de capteurs ou de sondes de multiparamètres qu'il y a sur place, et effectivement, on a pu faire une corrélation que je vais montrer tout à l'heure pour expliquer ce phénomène. Donc déjà en visuel, pas besoin de faire de maths, mais ça, on est capable mathématiquement de dire, voilà, là il y a un truc bizarre qui se passe, on fait ce qu'on appelle un indicateur, cet indicateur vous dit, il y a une perturbation, et ensuite on est capable de déceler cette perturbation. Alors là, c'est moins visible, mais c'est une autre représentation sur les valeurs extrêmes de tout à l'heure. Mais si vous regardez bien, vous allez le voir. Donc en gros, on a trois couleurs. Du blanc, l'animal est fermé. Jaune, l'animal, ou gris, jaune ici, l'animal a une vie paisible, on va dire. Là, c'est un peu plus rouge, c'est une activité agitée. Et là, surtout, on voit une différence. Sur l'écran, c'est beaucoup plus visible. Mais, là, on voit une activité différente. Et donc ça, c'est un résultat aussi qu'on a appuyé, qui est un résultat majeur. C'est-à-dire qu'on est capable, simplement en mesurant les probabilités d'événements extrêmes, de montrer qu'il y a une différence de comportement des animaux au cours du temps. Et on retrouve la période du 18 avril. Autre technique. La période du 18 avril de tout à l'heure, ici, on est en plein avril. Regardez si ça marche. Donc là, il faut se rassurer par moment quand même, quand on fait des maths, parce que sinon on est dans l'abstraction la plus totale. Être dans l'abstraction la plus totale, c'est bien, mais bon, on peut quand même, au moins, il faut quand même se rassurer. Donc là, je prends les données et j'ai tracé le modèle en rouge. Regardez le modèle en rouge. Le modèle en rouge est parfait. On a un bon ajustement du modèle théorique qu'on a trouvé sur les données. Là, je fais un petit zoom pour me rassurer encore un petit peu plus. Sur en gros une demi-heure. Sur une demi-heure, ça marche aussi. Alors maintenant, si on revient au bénitier de tout à l'heure, et quand on s'intéresse au réchauffement global, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris donc les données de température d'eau de surface, c'est-à-dire vous mettez, disons, entre 50 cm et 1 mètre de profondeur, on met l'équivalent d'un capteur de température, et on mesure la température. Et on a pris, donc, on modélise cette température, donc il n'y a pas de surprise là, et on a pris les températures les plus chaudes et les plus froides. Donc les températures les plus extrêmes. Le plus chaud et le plus froid. Donc le plus chaud, c'est ici, et le plus froid, c'est ici. C'est normal, c'est l'été et l'hiver. Jusque-là, rien d'étonnant. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Et là, on a calculé toutes les vitesses que j'ai dit tout à l'heure via les estimateurs que je vous ai donnés. Le modèle, rappel, c'était y de t ou y de tk égale à f de tk plus epsilon, plus un terme d'erreur. On a pris ce modèle, on a estimé f, on a calculé sa dérivée, donc estimé, et on a représenté les résultats donc, sous forme d'une distribution de vitesse. Et qu'est-ce qu'on remarque? Mais on remarque quelque chose, on remarque déjà que les deux représentations sont différentes.
Bien sûr, c'est facile à vérifier par des outils mathématiques. Et on voit surtout qu'ici, au moment les plus chauds, ben, on a ici un pic qui est plutôt ici. Et au moment le plus froid, ben, on voit le décalage ici, on a le pic qui est plutôt là. Donc, différence. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on sort, quand l'animal sort de son préférendum, on va dire thermique, c'est-à-dire à des moments où les températures sont vraiment extrêmes et montées plus élevées que d'habitude, c'est un problème très intéressant. Pourquoi? Parce que quand on prend l'écosystème corallien, j'en parlerai tout à l'heure un tout petit peu, mais on sait que si la température devient trop élevée dans l'eau, bien sûr, hein, si la température devient trop élevée pendant trop longtemps, mais il y a ce qu'on appelle un blanchiment des coraux. Et quand il y a le blanchiment des coraux, ben, si ça dure trop longtemps, ben, les coraux meurent. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Regarde. Bon, là, c'est un peu tragique, mais on est capable de dire, ben voilà, l'animal est mort à telle date. Ok, c'est normal. Tout d'un coup, il n'y a plus d'activité d'ouverture et de fermeture. Et maintenant, donc, ce qu'on est capable de faire mathématiquement aussi, c'est, alors, imaginez, vous avez des données qui sont extrêmement volumineuses, plein de variables que vous mesurez. On est capable de représenter malgré tout ces données. C'est-à-dire, on a besoin de faire d'un visuel des données. On fait des projections dans des sous-espaces, on cherche les sous-espaces. Vous verrez plus tard, c'est passionnant, hein, quand vous allez faire des études de mathématiques, je l'espère. Vous verrez comment choisir ces sous-espaces, comment faire ces projections. Et à partir de là, on va faire des représentations graphiques. Et regardez ça, c'est très simple. Derrière, il y a des milliards de données, des milliards de variables qu'on collecte. Derrière. On ne dirait pas, là. C'est très simple. Et là, avec ce graphique, qu'est-ce qu'on est capable de mesurer? C'est une projection dans un plan, ici, en 2 dimensions. On est capable de montrer qu'il y a 3 clusters qui apparaissent, 3 clusters encerclés en rouge ici, et donc qui sont, alors dans chacun des clusters, on a l'activité de fermeture, des vitesses de fermeture et d'ouverture des animaux, et ensuite on a tout un tas d'activités enzymatiques qui sont mesurées sur le terrain directement, sur les sites. Et on voit une corrélation très forte, donc non linéaire ici certes, mais une corrélation très forte qui existe entre les différents états. Et on a pu montrer que finalement les perturbations environnementales qui étaient mesurées en avril, je parlais du mois d'avril tout à l'heure, 18 avril, étaient liées à des perturbations, notamment des activités enzymatiques mesurées chez les animaux, liées à une pollution qui était pas très loin. Alors ensuite, quelque chose qu'on peut faire, et là vous allez réfléchir, peut-être ce soir en vous couchant, à un problème qui est très simple. Comment fait-on pour mesurer la croissance de bénitiers, par exemple? Mais quand vous regardez tout à l'heure, je vais vous montrer une petite photo, vous allez réfléchir, c'est pas compliqué en fait. Un bénitier, vous avez, je vous le montre. Voilà, ça c'est un bénitier qui est coupé de manière transverse. Et là, vous avez chaque jour une strie, ou chaque jour ou à intervalle de temps régulier, une strie de croissance qui apparaît, qui se rajoute. Alors rappelez-vous, hein, les électrodes, elles sont collées au départ, hein, donc de l'expérience. Et bien sûr, l'animal continue à grossir, donc ou à grandir ou à vieillir. Donc il y a des stries de croissance qui se rajoutent. Donc finalement, vous avez un angle qui va apparaître, donc par rapport aux des animaux. Donc un jour, une couche de croissance par jour. Donc là, vous avez vos électrodes. Et quand on réfléchit, on va regarder, on va représenter. Mais ça, c'est sur l'équivalent d'une année. Hein. On voit toutes les stries de croissance apparaître ici. Et c'est ça qu'on a essayé de modéliser. Alors, au début, je travaillais avec des biologistes, ils ne me croyaient pas. Donc, très bien, j'aurais dit, on va faire appel à un stagiaire de Master 2, notamment, avec l'IRD d'ailleurs, l'IRD de Nouméa ici. Hein. Et on s'est dit, on va étudier ça, ils vont mesurer les épaisseurs des stries de croissance, et on va voir si on est capable de mesurer finalement l'évolution de la croissance mathématiquement via un modèle, et par la mesure directe donc, de ces stries de croissance. Et regardez bien, donc on voit ici la croissance, on voit bien les stries apparaître très clairement, c'est clair, hein, ça fait 8 mm ici, donc on le voit très bien. Et alors là, la méthode, donc ça c'est la méthode laser, hein, donc directement des mesures donc à l'IRD qui sont effectuées, hein, facile, donc ils mesurent, et ça c'est la mesure faite par les modèles. Alors je ne vais pas présenter le modèle parce que le modèle est un peu compliqué, donc le modèle mathématique. Et on voit finalement qu'on a une croissance qui a l'air de se ressembler, et là qu'est-ce qu'on fait? On fait la corrélation entre les deux, et on voit que la corrélation est très proche de 1, si vous avez peut-être vu un peu de corrélation, mais plus c'est proche de 1, alors 0,89-82, ça veut dire qu'il y a une corrélation extrêmement forte qui existe entre les deux. Donc ça veut dire que la modélisation mathématique a été capable de modéliser correctement la croissance des animaux. Et bien sûr, on s'en est servi, parce que ensuite un arrêt de croissance, ça veut dire une perturbation, et donc c'est un autre indicateur donc intéressant. Et ça, bien sûr, ça a été aussi publié dans une revue de mathématiques. Maintenant, un autre point. Un autre point qui est aussi intéressant, donc on est en Nouvelle-Calédonie, donc il y a une exploitation du nickel, ça c'est quelque chose qui est important.
pour la Nouvelle-Calédonie. Et donc, dans le cadre d'un stage, notamment de Master 2 en mathématiques, avec un ancien étudiant d'ailleurs de l'université, Paul Tumaé, donc, qui a fait sa licence de mathématiques ici, et en collaboration donc avec Hamid Amir, qui est spécialiste dans le domaine de la microbiologie, de la revégétalisation des sols miniers. Donc un problème qui est important quand on fait l'exploitation de nickel, c'est de regarder un petit peu comment revégétaliser les sols correctement. Alors il y a des données sur 30 ans, donc beaucoup de données encore une fois, beaucoup de variables qui sont collectées. Donc là il y a plein de mesures qui sont faites dans les différentes mines. Il y a plein de stratégies différentes qui sont effectuées. Et le but de l'opération, c'est de trouver la stratégie optimale. Donc mathématiquement, est-ce qu'on est capable de construire une stratégie optimale permettant de revégétaliser le mieux possible en fonction du type de sol, alors est-ce que c'est du type de sol, en fonction de l'altitude, en fonction de la température, en fonction de la pluie, hein. Donc tous ces paramètres-là. Donc on a fait ça. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a remarqué? Donc après un travail, donc bien sûr, de collecte de données, d'exploitation des bases de données, de modélisation, mais je représente que le résultat des modèles ici. On a réussi à faire apparaître 3 clusters. On voit le rouge, le gris et le vert, 3 clusters qui sont relativement, qui sont très séparés, hein, parce que si on modifie l'angle, on voit bien que c'est très séparé. Il y a peu de superposition dans les graphiques. Et finalement, les 3 couleurs, vert, ça veut dire qu'il y a une revégétalisation qui est bonne. Rouge, pas bonne, et puis gris intermédiaire. Donc on a été capable de mettre une note, si vous voulez, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a un indicateur qui met une note globale sur la stratégie de revégétalisation. Alors après, la question, c'est pas fini, hein, mais quelle est la bonne stratégie pour revégétaliser les sols? Alors bien sûr, ici, c'est la projection des variables. On est en dimension extrêmement élevée. Ici, c'est des dimensions peut-être 50 ou 60. Et on a représenté ça dans des espaces de dimension 3, tout en gardant l'information suffisante pour pouvoir tirer des conclusions. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que quelles sont les variables qui sont actives. Bien sûr, on fait de l'inférence derrière pour dire si c'est significatif ou pas. Et donc, on a mis en place des stratégies permettant de construire des indicateurs mathématiques de performance de revégétalisation et ensuite de guider par rapport au futur, donc comment agir pour revégétaliser correctement les sols. Donc, conclusion. Donc, une conclusion, et après, je vais enchaîner sur quelques perspectives. Donc, on a proposé des outils d'analyse en temps quasi réel, parce que les huîtres ou les bénitiers téléphonent, donc c'est du quasi réel, et puis c'est traité automatiquement. Alors, bien sûr, il faut écrire les codes de calcul, il faut que, quand les données sont transférées, que les codes de calcul tournent tout seuls, parce que je ne vais pas m'amuser à me lever tous les jours pour aller transférer, pour faire les modèles, j'ai autre chose à faire. Donc, ça, c'est automatique. Tout a été automatisé. Modélisation et visualisation de gros volumes de données, extrêmement important, hein, parce que quand on discute dans des aspects pluridisciplinaires, et les mathématiques permettent de le faire, hein, on peut être dans des espaces très compliqués, des espaces très abstraits, hein, mais malgré tout être capable de donner un sens visuel aux résultats mathématiques. Donc c'est pas simple toujours, mais c'est faisable. On peut construire des indicateurs, on a construit des indicateurs mathématiques et des modèles prédictifs, hein, donc pour essayer de prédire des différents scénarios, hein, donc d'évolution dynamique, on va dire, dans le temps, donc, ainsi qu'un outil de la surveillance de la qualité des eaux. Et donc, bien sûr, ça c'est important. Hein. Je vous rappelle, à l'université donc de la Nouvelle-Calédonie, on travaille dans un institut qui s'appelle de sciences exactes et appliquées. C'est un institut qui est pluridisciplinaire. Et les mathématiciens travaillent pas la main dans la main, mais de manière très proche avec les gens qui font de l'écologie, de l'électronique, de l'informatique, des mathématiques et des statistiques. Heureusement, dans cette université, toutes ces composantes sont présentes, ces compétences sont présentes. Et donc, les chercheurs ont le plaisir de pouvoir travailler sur des problèmes très compliqués, à ce niveau-là. Alors maintenant, pour continuer sur le big data, hein, donc le big data c'est bien, mais on a des milliards d'observations partout, hein, vraiment beaucoup de données. Donc c'est codé par des 0 et des 1, c'est très simple sur un ordinateur. Vous avez du 0 et du 1 qui s'accumulent, donc des gros volumes de données. Vous êtes donc un peu perdu dans ces volumes de données qui sont considérables. Et donc justement l'objectif, mais pour vous d'ailleurs, et quand vous allez faire votre métier plus tard, quand vous allez apprendre à l'université ou ailleurs, un des objectifs, c'est de pouvoir vous former sur des outils mathématiques suffisamment performants pour pouvoir comprendre, décrire des volumes de données qui sont considérables et prédire ce qui va se passer dans ce que ça appelle les analyses de scénarios, des modèles prédictifs. Imaginez, prenez un patient, ça tout le monde comprend, hein,
S'il est équipé d'un capteur qui permet d'éviter s'il fait un arrêt cardiaque, par exemple, si vous arrivez à prédire cet arrêt cardiaque avant que ce soit trop tard, ça permet de sauver des vies. Mais c'est actuellement ce qu'on fait en télémédecine. La télémédecine fait ça actuellement. Donc on n'est pas sur des avancées technologiques. C'est déjà ce qui se fait aussi à la date d'aujourd'hui. Alors voilà, derrière tout ça, une fois qu'on a tous ces problèmes, qu'on a toutes ces données, qu'on a accumulé toutes ces informations, vous êtes tout seul avec des chercheurs dans différents endroits, dans la même université ou dans d'autres universités sur la planète. Et en général, on écrit les choses sur des tableaux et puis on réfléchit jusqu'à trouver le bon modèle. Et une fois qu'on a trouvé le bon modèle, la bonne stratégie, on est content déjà, on a fait un premier travail. Ensuite, il y a un travail de validation donc, sur les données. Et tout un travail de prédiction, donc de comportement des modèles, donc comportement mathématique. Alors ça, c'est très compliqué parce qu'on est sur des données qui sont complètement dynamiques, et donc on travaille sur les systèmes dynamiques. Mon collègue tout à l'heure a parlé un peu de théorie du chaos. Là, à ce niveau-là, on a développé des processus chaotiques qui mesurent des turbulences d'une certaine manière, et ces mesures de turbulences permettent de guider l'intuition sur des perturbations, notamment par exemple ici environnementales. Un rythme cardiaque, c'est pareil. Quand il y a un système chaotique qui apparaît, c'est pas bon. Donc, on essaie de détecter ce genre de choses. Alors, on a un projet de recherche sur lequel on est en train de réfléchir pour l'instant. Donc, on réfléchit à un projet de recherche et ensuite, on va espérer pouvoir travailler sur ce projet de recherche. Et ça, c'est un projet qui concerne donc l'écosystème corallien. Donc, vous avez l'habitude de voir des coraux. Enfin, ils sont autour de nous, donc ils sont bien présents. Et donc, on peut, à ce niveau-là, donc ça, c'est un problème qui est extrêmement intéressant, je trouve. C'est que finalement, le changement global au niveau du climat, on le retrouve au niveau des océans. C'est-à-dire que si vous avez un réchauffement global des températures, vous avez un réchauffement global des températures au niveau des océans aussi. Ça, c'est le premier problème. Donc, bien sûr, il faut savoir que toute perturbation environnementale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'effet papillon aussi. Bien entendu, l'effet papillon, il peut y avoir une perturbation à un endroit donné, et ça génère tout un tas de perturbations qui peuvent être colossales ailleurs. Donc ça, c'est un autre problème. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Réchauffement climatique, réchauffement global au niveau des océans. Donc c'est ce qu'on appelle ici, et ça fait des stress thermiques, bien sûr, pour les animaux. Et le premier truc qu'on remarque quand on regarde les récifs coralliens, vous avez pu le voir, c'est le blanchiment des coraux. Première chose. Deuxième chose qui est importante, c'est que le réchauffement global, ça fait qu'on a une augmentation du niveau des océans. Une augmentation du niveau des océans, mais ça aussi, c'est pas très bon. Ça fait une accumulation, une sédimentation qui est plus forte. Et si la sédimentation qui est plus forte, ça va recouvrir les coraux et ça va les étouffer. Donc, c'est pas bon pour eux. Donc, ça aussi, c'est un autre problème. Ensuite, un deuxième problème, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux valeurs extrêmes. Et ça, c'est un problème qui est colossal. C'est-à-dire qu'on va avoir des tempêtes qui sont plus fortes, plus fréquentes, et donc plus violentes et plus fréquentes. Donc, ça, c'est ce qui est écrit ici. Et ça va bien sûr détruire la structure des coraux. Donc, à force d'avoir des fortes houles, des fortes tempêtes, des fortes vagues sur les coraux, il faut savoir que ça va les détériorer. Donc, ça va provoquer une déstructuration de la structure des coraux. Aussi, un autre problème, c'est que ça peut générer, donc le réchauffement global, ça peut générer de la sécheresse, ça, c'est une chose extrême, mais ça peut générer aussi des pluies intenses. C'est-à-dire des pluies qui sont très très fortes à certains moments. Et ça c'est un autre problème, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, notamment, on a des problèmes de rejet de nickel, notamment. Le nickel, avec des fortes pluies, va se déverser dans les estuaires, et on va le retrouver au niveau de l'eau du lagon. Et bien sûr, quand on le retrouve dans le lagon, ça a des conséquences aussi sur les récifs coralliens. Donc ça, c'est notre problème. Ensuite, ça, je ne vais pas en parler, mais modification des courants océaniques, donc ça, c'est un autre problème. Et ensuite, un autre point qui est extrêmement important, et donc là, on va travailler en collaboration directe avec les collègues de l'Institut l'IRD, de Nouméa notamment, sur les problèmes de modification du réchauffement global. Ça génère des modifications, parce que en fait, l'océan, c'est un capteur de CO2, en fait. Donc c'est le gaz à effet de serre, capteur de CO2, ça modifie donc la structure chimique des océans, la modification de la structure des océans, ça on sait modéliser ce genre de choses, de la structure chimique des océans, mais ça fait que le pH va baisser. Donc si le pH baisse, qu'est-ce que ça fait? Ça fait de l'acidification des océans. Et l'acidification des océans, l'acidité, c'est pas très bon pour les coraux, et ça joue sur sa structure. Donc voilà, donc le projet qu'on est en train de mettre en place,
Alors bien sûr, nécessite des compétences en biologie, en écologie, en physique. Et notre objectif premier, c'est de modéliser d'un point de vue global. Alors, on va commencer par la Nouvelle-Calédonie. Modéliser d'un point de vue global, c'est-à-dire avec des modèles de climat. Donc il y a plein de modèles de climat qui existent. Donc on va faire des générateurs de climat. Ensuite, on va modéliser donc l'activité donc de blanchiment des coraux. Ça, on a des données qu'on peut collecter via des satellites et on a les informations. On a des bases de données au niveau de l'observatoire, notamment de la Nouvelle-Calédonie. On a des données de météo faciles, les données de météo sont accessibles. Donc on va modéliser tout ça et on va faire un modèle global. Et le modèle global va nous permettre de construire un indicateur mathématique finalement de la qualité donc des coraux. Alors après, ce qu'on va faire, une fois qu'on a fait ça à la Nouvelle-Calédonie, on va regarder comment ça se comporte ailleurs dans le Pacifique. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va comparer bien sûr, parce qu'on va regarder au niveau de l'Australie par exemple, parce qu'on a des collègues impliqués dans ce projet qui sont donc au niveau de l'Australie. Et au niveau australien, où ça se passe moins bien qu'ici, en l'occurrence au niveau des coraux, on va essayer de regarder pourquoi ça se passe moins bien. Bon, on le sait déjà en partie, c'est que les températures des eaux sont plus élevées, et notamment ça génère du blanchiment plus important. Alors tout ça, pour vous montrer que quand on est d'activité de recherche, et notre travail de recherche, c'est de faire de la production scientifique, de divulguer d'une certaine manière nos résultats de recherche aux chercheurs de la planète. Ça, c'est extrêmement important. Et donc pour faire ça, on publie des articles. Donc bien sûr, si vous m'envoyez un message, j'aurai le plaisir de vous envoyer les articles. Mais le premier article, c'est pas du tout dans l'environnement, c'est dans le domaine de la génomique. Et c'est un papier qui permet, si vous voulez, qui est dans une revue vraiment de modélisation mathématique, qui permet de détecter des gènes de responsabilité à des cancers, par exemple le cancer du sein chez la femme. Donc après, on a étudié des stratégies médicamenteuses, donc basées sur des modèles dose-réponse, permettant de trouver la bonne dose pour la bonne thérapie. C'est des techniques qui sont utilisées. Donc voilà, ça c'est un papier. Ensuite, ça c'est des papiers qui sont liés donc à ce qu'on appelle, alors souvent le problème quand on fait de la modélisation, c'est qu'on a tout un tas de variables qui sont cachées, qu'on ne connaît pas bien sûr, et donc on fait des modèles avec des états cachés. Donc on modélise ensuite les transitions entre ces états, donc ça c'est quelque chose qui est important aussi. Bon, je ne vais pas tout énumérer, donc voilà tout un tas de résultats récents donc, que j'ai publiés avec bien sûr des collègues. Donc j'arrive, ça fait 55 minutes à peu près, donc c'était pour 1 heure, donc je pense que si vous avez des questions, c'est avec plaisir bien sûr. Et si vous avez des questions qui vous viennent après, donc on pourra vous donner mon email, et je pourrai discuter avec vous avec plaisir. Pardon, calcul des ? Oui, alors, ce qu'il y a, c'est quand on fait des maths, à partir du moment où on a des données, on a accès aux informations de données ou les informations physiques. Si on est capable de modéliser d'un point de vue physique, à partir de là, on est capable de construire des modèles adaptés. C'est pas toujours simple, c'est pas des modèles linéaires comme vous allez voir donc au lycée. C'est des modèles qui sont beaucoup plus complexes que cela. Mais parce que dans le travail que j'ai représenté ici, on a à la fois des modèles qui peuvent être relativement simples, mais aussi des modèles où on a des représentations qui sont effectivement non linéaires, complètement non linéaires, avec des histoires d'équations différentielles ou dérivées partielles qui sont complètement non linéaires, et avec des stress, on va dire, environnementaux qui sont présents, et donc avec des contraintes qui sont sur les modèles qu'on développe. Donc, pour répondre à votre question, je dirais que les maths, ça répond à un certain nombre de questions, bien sûr. On n'a pas un modèle universel qui permet de tout expliquer, pas du tout. Donc, il faut, sur un problème donné, partir du problème donné, modéliser ce problème donné, étudier les propriétés mathématiques du modèle, et à partir de là, faire des prédictions avec ce modèle. Mais on ne peut pas s'amuser à prendre un modèle sur un autre problème et puis le coller sur le problème que vous dites, par exemple. C'est des choses qui sont plus compliquées que ça. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. Alors, oui, c'est moi qui ai décidé. Alors, quand je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie, j'ai tout de suite vu
qu'on était entouré d'un écosystème corallien. Et donc je me suis dit, mais pourquoi pas travailler là-dessus, surtout que c'est quand même une préoccupation environnementale qui est extrêmement importante, à la fois pour la Nouvelle-Calédonie et pour toutes les îles. Et donc je me suis dit, je vais travailler sur ce projet et puis m'entourer de compétences suffisantes dans ce domaine pour essayer d'apporter ma contribution à ce niveau-là. Donc c'est moi, oui. Ah oui, sur plein ouais, alors oui, ben là j'ai montré par exemple j'ai montré sur des bénitiers, mais après ce que j'ai fait aussi par exemple, c'est des problèmes de modélisation de courbes de charge électrique. Donc quand vous travaillez dans une entreprise par exemple ou quand vous êtes chez vous, ben, il y a vous avez des courbes vous utilisez tout un tas d'appareils électriques, par exemple votre four, par exemple votre micro-ondes, etc. Ben, on peut modéliser ce genre de choses pour éviter des coupures électriques par exemple. Et donc ça, c'est des choses qu'on a modélisées sur des contrats, on va dire, industriels. Un autre point qu'on a modélisé, c'est par exemple un transport frigorifique de crustacés ou de poissons. Par exemple ici, via des sociétés de transport frigorifiques, ben, comment finalement fixer le prix des produits, comment optimiser finalement le transport de ces produits-là, bien sûr en respectant la chaîne du froid, avec des outils mathématiques. Donc ça, on a proposé des stratégies qui sont actuellement employées par des grands groupes de transport. Bah, monsieur, moi j'ai une question. Allez-y. Bah, monsieur, je voulais demander si, quand il y a des changements, vous comparez aussi dans le monde pour savoir si c'est qu'en Nouvelle-Calédonie ou dans le Ah monde non, aussi. oui. Alors, en général, on commence toujours par le problème le plus simple possible. Donc là, on va commencer par la Nouvelle-Calédonie sur le problème du réchauffement global, mais ensuite, on va étendre à tout le Pacifique, par exemple. Et là, quand je vous ai parlé des indicateurs de tout à l'heure par rapport aux huîtres, aux bénitiers, aux coquilles Saint-Jacques, vous avez vu que c'est dans plusieurs sites dans la planète. Il y avait la Nouvelle-Calédonie, il y avait plusieurs sites en métropole, il y avait la Norvège, il y avait la Russie, il y avait différents sites dans le monde, oui, bien sûr. Parce que chaque zone géographique a ses différences et donc il faut être capable. On fait ce qu'on appelle du spatial, donc on fait à la fois du dynamique, temporel et du spatial. Bon là je passe à ça maintenant, au réchauffement global. Et après j'ai quelques travaux aussi sur actuellement sur comment acquérir comment expliquer ça facilement. On a des données qui sont accumulées dans le temps. Le problème qu'il y a, c'est que ça finit par faire des volumes de données considérables. Derrière, il y a des modèles mathématiques qui tournent. Et il se trouve que les temps de calcul peuvent être longs. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on développe des stratégies optimales en temps de calcul. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à faire tous les calculs à chaque fois que vous rajoutez des données, c'est des données qui arrivent séquentiellement dans le temps, donc tous les jours, tous les 2 jours, toutes les semaines par exemple, peu importe, vous avez des données qui arrivent. Comment ajuster finalement le calcul en se servant de ce qui s'est déjà passé à l'instant T en fonction des données qui arrivent temporellement à la suite. Et donc ça, c'est des stratégies séquentielles. Et donc j'ai développé des modèles à ce niveau-là pour gérer ce genre de problématiques. Autrement dit, c'est optimal parce que finalement les temps de calcul sont très réduits. Si vous rajoutez que 1000 données, allez, on va dire même 1 million de données sur une journée, si vous avez fait les calculs derrière, il y a des milliards et des milliards d'observations, vous n'avez pas besoin de tout recalculer. Vous avez juste besoin de réajuster en fonction du volume de données qui est arrivé. Et ça, c'est des stratégies via des algorithmes stochastiques. Pardon ? Pardon ? Si c'est proportionnel ? Non, peu importe. Les données peuvent arriver de manière... Ça peut être des données très hétérogènes. Peu importe. Il n'y a pas du tout de proportionnalité. Il n'y a pas un modèle simple. Non. C'est des modèles qui sont très complexes et des données qui arrivent de manière très hétérogène et qu'on est capable d'ajuster automatiquement en fonction de l'information qui arrive. Et ça, c'est des outils qui sont extrêmement importants parce que, d'une certaine manière, mais c'est pas simple parce que, je ne sais pas si vous voyez, vous avez un modèle compliqué jusqu'à, on va dire, n données, milliards de données. Vous rajoutez 1 million de données tous les jours. Donc, chaque jour, vous avez 1 million de données qui est rajouté. Ben, à partir de là, vous ajustez votre modèle. Donc, le modèle va s'ajuster correctement, on va dire. Ensuite, vous étudiez les propriétés mathématiques de ces modèles.
Et les propriétés mathématiques de ce modèle peuvent être des ajouts aléatoires de données. Donc ça complexifie les choses. Et donc on est capable d'étudier les propriétés mathématiques de ce genre de choses. Avec pratiquement n'importe quelle donnée, que ça peut être du quantitatif, c'est-à-dire des valeurs numériques, ça peut être du qualitatif aussi, des données, par exemple des textes, même des données de texte, textuelles. On est capable de regarder les proximités de texte, par exemple quand vous faites de la copie, un copier-coller sur un ordinateur, c'est très facile de voir si vous avez copié ou pas le texte. Donc ça, c'est des outils de mathématiques qui permettent de vérifier la proximité entre le texte que vous avez copié, votre texte en automatique, sur des données donc textuelles. Pas besoin d'avoir que du numérique. On peut avoir des données numériques, on peut avoir des données qualitatives, on peut avoir des données textuelles, on peut avoir tout un tas de données différentes. Moi, j'ai 2 questions. C'est par rapport au réchauffement climatique. Est-ce que vous avez participé est-ce que vous savez comment ou est-ce que c'est vous qui avez travaillé en collaboration pour montrer qu'il y avait le réchauffement climatique? Et la seconde, c'est c'était quoi votre premier projet, la première chose sur laquelle vous avez travaillé? Alors oui, la question sur le réchauffement global, il y a des chercheurs sur toute la planète qui travaillent sur le réchauffement global parce que c'est un phénomène qui est extrêmement important. Donc il y a des laboratoires même spécialisés sur le climat. Donc, alors il y a des physiciens, il y a tout un tas de compétences, des mathématiciens. Donc ça, c'est bien sûr pas moi qui ai initié cette recherche. Moi, ce que je fais, c'est à mon niveau, à partir des données que je collecte, alors les données sont accessibles, les données de réchauffement. Vous allez même sur le site de la NASA, par exemple, vous avez les données de température sur plusieurs années à une coordonnée GPS donnée. Donc, par exemple ici, Nouméa. Vous avez ces informations qui sont données d'un point de vue spatial et gratuitement. Ensuite, vous pouvez aller sur l'observatoire de la Nouvelle-Calédonie, mais vous avez ces données aussi qui sont disponibles. Donc on a accès à ces informations. Alors après, on les trace, on les représente et on les modélise, et on voit effectivement qu'il y a un réchauffement global. Dans différents endroits du monde. Alors il y a des endroits où c'est plus visible que dans d'autres, bien sûr. Et la deuxième question, premier projet sur lequel j'ai travaillé, alors c'était en fait un problème, c'était pendant ma thèse en fait. Donc quand j'ai fini mon master, je voulais m'orienter vers tout ce qui concerne l'aléatoire, on va dire. Et donc j'ai été mis en contact avec un laboratoire qui travaille sur la cellule, on va dire, sur le niveau cellulaire d'organismes humains. Et un truc simple. On prend une cellule, alors pour résumer, on prend une cellule, vous avez fait un peu de biologie, vous faites un peu de biologie peut-être. Dans une cellule, il y a des mitochondries, peu importe si vous ne connaissez pas. Et le but d'une cellule, c'est de produire de l'énergie, de l'ATP, l'énergie. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modélisé en fait tout le cycle. Alors bien sûr, vous nourrissez, donc vous avez des nutriments, vous avez de l'oxygène et vous avez une production d'énergie, donc ce qu'on appelle de l'ATP. Et on a modélisé ce cycle donc au niveau des mitochondries, au niveau des cellules et au niveau musculaire et au niveau à différents endroits. Et une fois qu'on a fait ça, on essaie d'étudier des pathologies comme par exemple des maladies neurologiques où il y a notamment des déficiences au niveau musculaire importantes. Et on a regardé finalement quelles sont les différences au niveau des modèles développés au niveau de la production d'ATP. Donc on a réussi à montrer ça. Et ensuite on a proposé, en discutant bien sûr avec des cliniciens, des stratégies de stimulation finalement de production d'ATP au niveau du cycle cellulaire. Donc des coenzymes par exemple qu'on rajoute pour stimuler la production d'énergie. Donc ça, c'était un des projets, donc une approche mathématique de modélisation avec des résultats concrets, en discutant avec des médecins et d'ailleurs, c'était rigolo parce que la personne avec qui j'ai travaillé à l'époque, c'était le directeur du laboratoire, c'était un laboratoire de biochimie cellulaire de l'université. Et le prof, en fait, qui était responsable et directeur de ce laboratoire de biologie cellulaire, en fait, c'était un mathématicien. Il avait une double compétence. Il était mathématicien, donc il avait une agrégation de mathématiques. Il avait fait une thèse sur les variétés différentielles. Et en parallèle, il a fait des études de biochimie. Il est devenu professeur de biochimie à l'université. Et donc, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. D'ailleurs, c'était ma première expérience de modélisation de systèmes complexes biologiques. Et donc, on a fait ce genre de choses. Vas-y, pose. C'était pour répondre à vos deux questions.
Moi, je vais vous demander si ce que vous avez fait sur les bénitiers, on peut les faire sur le poisson pour savoir où est-ce qu'ils se situent et pour savoir s'ils sont en bonne santé, Voilà. pour aller les pêcher après. Voilà. Alors, Pour éviter aussi la alors, surpêche. je vais vous dire quelque chose que j'ai fait. Donc, effectivement, c'est une très bonne question. Mais quand on s'intéresse notamment aux écosystèmes coralliens, quand on parle d'écosystèmes, on s'intéresse. Alors, disons, un récif corallien en bon état de santé, en général, il y a plein de poissons. Il y a une diversité biologique. Donc, on est capable de mesurer la diversité biologique. Alors, ensuite, pour répondre à votre deuxième question, effectivement, il y a des chercheurs sur la planète qui travaillent dans ce qu'on appelle l'écotoxicologie aquatique. L'écotoxicologie aquatique, c'est quoi? C'est une branche de la biologie qui s'intéresse finalement aux effets de contaminants, par exemple des métaux. Ça peut être des métaux lourds comme du mercure, par exemple. Oui, Mercure que vous avez dans le thon. Vous savez que le thon accumule pas mal de mercure, donc il faut éviter d'en manger tous les jours, par exemple, parce qu'après, vous allez avoir, bien sûr, les effets du mercure qui sont pas bons, qui sont nocifs. Et donc, effectivement, on est capable, de nos jours, avec des compétences, notamment en biologie, de mesurer, par exemple, dans le muscle d'un poisson, c'est-à-dire dans la chair de ce poisson, la teneur en métaux lourds. Par exemple en mercure, par exemple en manganèse, par exemple en cadmium, enfin différents métaux, et on est capable de modéliser ce genre de choses. Alors pour revenir et pour rebondir par rapport à ce que vous me dites, moi j'ai travaillé sur un projet donc initié par le CNRS, un projet de recherche, donc en Guyane française justement, et vous savez qu'en Guyane française, ça fait un lien direct, il y a des activités, et en Amazonie on va dire en règle générale, il y a ce qu'on appelle les activités d'orpaillage. Et pour les activités d'orpaillage, la plupart des orpailleurs clandestins, au moins, utilisent du mercure. Donc, mercure pour l'amalgamation donc des pépites, des pépites d'or. Et malheureusement, le mercure, quand il l'utilise et qu'il le chauffe, on le retrouve à la fois au niveau des systèmes terrestres, aériens et aquatiques. Donc, bien sûr, vous avez des traces qui sont assez importantes de mercure dans les cours d'eau amazoniens, dans l'air et au niveau terrestre. Alors, quand il pleut, bien sûr, ça se déverse encore une fois dans l'eau. Et donc maintenant, la question qui se pose, effectivement, les poissons, parce qu'il faut savoir que les Amérindiens, par exemple, se nourrissent exclusivement de gibier et puis de poissons qui sont sur place. Ils les pêchent et ils les mangent. Donc le risque, bien sûr, c'est la contamination de poissons contaminés. Donc l'idée, c'est que, en fait, on a proposé un modèle mathématique de contamination mercurielle de ces poissons. Et on a calculé des probabilités, notamment, de dépassement des normes fixées par l'Organisation mondiale de la santé. Donc l'Organisation mondiale de la santé fixe des normes et on est capable de calculer la probabilité de dépasser la norme donc de concentration en mercure, je m'en souviens plus, dans le muscle du poisson. Et en l'occurrence, les calculs ont montré qu'il y avait plus de 90%, une probabilité de plus de 90% de pêcher un poisson de certains types, c'était en l'occurrence des poissons qui s'appellent Opias aymara, qui dépassent ce seuil fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Et donc ça représente des risques importants pour la population humaine. Alors comment on fait pour mesurer, je vous posais une question, peut-être que vous savez, comment on fait pour mesurer, pour savoir si quelqu'un a été contaminé par du mercure? C'est très facile. Je vous pose la question, c'est facile. Et ça ne coûte pas cher. On prend les cheveux. On retrouve dans les cheveux la contamination mercurielle. Donc, il y a des équipes de l'INSERM, notamment, l'Institut national supérieur de la recherche médicale, qui sont partis en Amazonie, qui ont pris des cheveux des différentes personnes, des enfants, des adultes, femmes et hommes, et qui ont regardé la teneur donc en mercure dans les cheveux. Et donc, ils se sont aperçus que, effectivement, les seuils étaient très élevés, donc notamment sur la population amérindienne qui consomme ces poissons. Et bien sûr, les risques, après on les connaît au niveau du mercure. Alors pour expliquer en 2 mots, mais le mercure total se transforme en zone, disons, dans l'eau notamment, en forme toxique, c'est ce qu'on appelle le méthylmercure. Et le méthylmercure, on le retrouve dans le muscle des poissons. Et comme on le retrouve dans le muscle des poissons, c'est ce que vous mangez. En général, quand vous mangez du poisson, eh bien, vous êtes contaminé. Et en étant contaminé, bien sûr, ça pose des problèmes, notamment au niveau du fœtus. Et les femmes enceintes, c'est dangereux. Alors après, ce qui a été fait, là, c'est encore une fois l'intérêt de la recherche. Ce qui a été proposé, c'est de faire ce qu'on appelle des systèmes d'information géographique. Alors, c'est quoi un système d'information géographique? C'est-à-dire qu'on se met au niveau de l'Amazonie,
On va faire des mesures au niveau de l'Amazonie, donc par rapport au niveau des différents poissons. On fait ce qu'on a et on fixe des témoins, on va dire des couleurs, par exemple, pour faire simple. Vert, c'est pas pollué, on va dire, pas de risque. Rouge, c'est pollué, il y a un risque. Et ensuite, on a informé les écoles. Donc, dans les écoles, il dit faire attention, ce type de poisson qui est au bout de la chaîne trophique, c'est-à-dire le poisson prédateur terminal, ben, il consomme tous les autres poissons qui sont inférieurs à lui, disons, les piscivores ou carnivores, ils consomment tout. Et fatalement, il y a une accumulation en mercure qui est considérable. Et on a modélisé cette consommation mercurielle en mercure, donc au niveau des poissons, via des modèles mathématiques, en tenant compte des facteurs de bioamplification du mercure au cours de la chaîne trophique. Et ça, c'est les choses qu'on a fait. Et après, donc, le SIG, bien sûr, permet de dire aux gens, faites attention, ce type de poisson, il ne faut pas le manger parce que c'est dangereux. Alors, bien sûr, il est bon, donc vous pouvez le manger, mais pas tous les jours de la semaine et pas à tous les repas, quoi. Bien sûr, il n'est pas question, le thon est contaminé en mercure, tout le monde le sait, et pas pour autant que vous allez vous priver de manger du thon. Le thon, vous pouvez en manger de temps en temps, mais il ne faut pas en manger tous les jours. C'est vrai au niveau du Pacifique aussi, hein, pareil. Hein. Monsieur, est-ce que le projet des huîtres, il permet de réduire ou prévenir le réchauffement climatique? Alors, on a vu que effectivement, au niveau plutôt ça serait peut-être pas les huîtres, ça serait plutôt les animaux, on va dire, qui vivent dans le Spitzberg, enfin, au niveau du pôle, parce que là, on voit les effets du réchauffement climatique de manière assez importante. Et là, on est capable effectivement de mesurer, puisqu'on a une dynamique, c'est-à-dire on a une information dans le temps, hein, donc depuis plusieurs années, on est capable de voir finalement la différence de comportement des animaux. Donc oui, on est capable de le voir. Alors après, on l'a vu au niveau des bénitiers en Nouvelle-Calédonie. Parce qu'au niveau des bénitiers en Nouvelle-Calédonie, on a pris 2 périodes extrêmes où il y avait des températures très élevées et des températures qui étaient les plus froides et plus chaudes. Et on a vu que finalement, on avait une différence de comportement. Donc typiquement, ce type d'outil permet effectivement de suivre, d'un point de vue biologique, le réchauffement global. Oui. Comment fonctionne ce genre de données? Est-ce que des données de structure sociale ou comportementale? Alors, il n'y a pas de modèle universel. Alors, ça dépend du type de données, ça dépend du type de problème. Moi, ce que j'ai tendance à dire, par expérience aussi, parce que ça fait quand même un petit moment que je suis à l'université, il faut absolument voir le problème, discuter avec les personnes concernées par le problème, et ensuite développer. Je pense qu'il n'y a pas de modèle universel. Hein. Ce type de modèle que j'ai présenté là, c'est bien pour ce type de problème, mais certainement qu'il ne sera pas adapté. C'est comme pour les coraux, le modèle va être complètement différent, beaucoup plus complexe. Il faut l'adapter donc à chaque cas de figure. Alors ça, c'est un peu le défaut, on va dire, des mathématiciens. Je ne devrais pas le dire. Le défaut des mathématiciens, pour certains d'entre eux, c'est on fonce sur la partie théorique, on développe tout un tas de théories mathématiques, et ensuite on essaie de trouver des données ou des problèmes où le modèle peut s'appliquer, où les données peuvent, où on peut utiliser la stratégie développée. Ça, en général, ça marche pas, parce que il faut vraiment partir du problème pour le modéliser. Monsieur. Mais en fait, c'est juste pour revenir au thème. C'est pourquoi on peut parler de nouvelle révolution industrielle. Alors, nouvelle révolution industrielle, parce qu'actuellement, il y a un plein. C'est une très bonne question, hein, parce qu'il y a, on va dire, un plein boom actuellement. Il faut savoir que vous avez l'habitude d'aller sur Internet, vous allez sur Google, par exemple. Il faut savoir que des sociétés comme Google, actuellement, hein, sont des sociétés qui sont très friandes, on va dire, de compétences dans le domaine des mathématiques sur des gros volumes de données. Hein, et ils recrutent énormément de personnes compétentes dans ce domaine, parce que pourquoi ? Les données, c'est une information colossale et très précieuse. Et si vous êtes capable, dans une entreprise, par exemple, alors imaginez, on va prendre, vous êtes sur Internet, Internet, finalement, je vais parler simplement. Internet va être capable d'apprendre de vous, c'est-à-dire il va apprendre, c'est-à-dire qu'il va savoir ce que vous préférez acheter comme livre, par exemple. Donc il va apprendre, et puis les livres qu'il va vous proposer d'acheter, ça sera plutôt une sélection qu'il va faire par rapport à vos goûts. Et parce que quand vous allez sur Internet, vous n'allez pas passer une heure à dérouler tous les livres qui sont disponibles pour en acheter un. C'est pas comme ça que ça se passe. Lui, il va vous faire une extraction automatique par rapport à vos goûts personnels, et il va vous dire c'est ce livre-là qui va vous intéresser, et puis vous allez être content, donc vous allez l'acheter directement, rapidement. Vous allez sortir votre carte et vous allez payer, c'est terminé. Tandis que dans l'autre cas, ça se vend pas.
Alors il faut savoir que maintenant le marché a complètement évolué, hein. On est sur le marché, on va dire, de l'Internet, et donc les gens achètent beaucoup sur Internet, et donc ça c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc ça c'est un débat qui est vaste. L'intelligence artificielle actuellement, c'est un domaine qui a énormément évolué, si bien que maintenant on a des voitures qui sont complètement autonomes. Autonome complètement, c'est-à-dire que on peut ne plus conduire la voiture. Alors bien sûr, elles sont pas toutes disponibles, mais l'année dernière, il y a eu une expérience qui a été faite sur le territoire français. Donc une voiture qui a été donc de Bordeaux jusqu'à Paris, donc à peu près 500 km, sans aucune. Alors il y avait des personnes dedans au cas où ça marche pas, bien sûr, mais sans aucune intervention humaine. Donc accord, bien sûr, par rapport au fait de rouler de Bordeaux à Paris, sans aucune intervention humaine. Et donc la voiture a pu se faufiler, se déplacer, doubler, etc., sans aucune intervention humaine. Donc l'intelligence artificielle actuellement permet de faire beaucoup de choses. Un autre aspect qui est extrêmement important, peut-être, pour finir là-dessus, hein, quand on prend l'intelligence artificielle, donc c'est le domaine des mathématiques, encore une fois, hein. Donc on est capable de concevoir des logiciels d'intelligence artificielle qui sont capables d'apprendre, et notamment, c'est facile à comprendre dans le cas des jeux. Prenez par exemple le jeu d'échecs, prenez le jeu de Go, je ne sais pas si vous connaissez le jeu de Go, hein, mais il y a à peu près 10 puissance 600 jeux possibles. 10 puissance 600 jeux possibles, ça fait 10 et 600 zéros, donc c'est énorme. Si on prend par exemple le nombre d'atomes dans l'univers, je pense que le nombre d'atomes dans l'univers, c'est à peu près 10 puissance 800 atomes, donc 10 et 800 zéros. Donc on n'est pas, je crois que c'est même plus pour le jeu de Go, le nombre de possibilités, il faudrait le calculer. Et donc à partir de là, on se dit comment est-ce qu'un jeu, pas un jeu mais un logiciel d'intelligence artificielle qui a été développé par Facebook notamment, comment est-il capable de gagner, parce que c'est ce qui s'est passé l'année dernière, hein. À l'époque, donc, sur Facebook disait il est impossible de gagner à ce genre de jeu, et le meilleur joueur de la planète, donc le champion du monde donc, du jeu de Go, ne pourra jamais rivaliser, enfin il pourra toujours rivaliser avec un ordinateur. Et finalement l'année dernière, il y a eu 2 parties, et il a perdu, donc le joueur le logiciel finalement a gagné. Donc bien sûr il est capable d'apprendre très vite, d'accumuler de l'information, de développer toutes les stratégies, ça, pas de problème. Alors après, la question qu'on se pose, et c'est ce que posent la plupart des personnes, est-ce qu'il y a toujours une intelligence, puisqu'on dit intelligence artificielle, donc on modélise le cerveau finalement d'une certaine manière, hein. Vous avez des synapses, des influx nerveux, donc vous modélisez le système cérébral. Vers quoi on va? Alors bien sûr, il y a une peur, hein. Il y a des gens comme un Bill Gates, par exemple, ou plusieurs personnes responsables de sociétés dans le monde qui disent qu'il faut arrêter la recherche fondamentale dans le domaine de l'intelligence artificielle parce qu'on sera gouverné par des robots, etc., etc. Bon, après, il y a tout un tas de choses qui sont dites. Mais effectivement, on voit l'apparition davantage de robots, de choses qui sont complètement gérées de manière informatique actuellement et mathématique. Et c'est une explosion. C'est pour ça qu'actuellement, hein, si vous êtes là, donc je pense que pour la plupart d'entre vous, vous aimez les maths, et c'est peut-être le mot de l'affaire, mais si vous aimez les maths, déjà c'est une science qui est très intéressante, passionnante, et qui permet de conduire à des métiers qui sont passionnants. Donc ça, et en plus, il y a du travail. Et vous faites un travail qui est merveilleux. Notamment dans ces domaines-là, ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être la modélisation mathématique à différents niveaux, hein. Donc ça peut être plus ou moins fondamental, on va dire, mais on a un gradient qui existe et qui permet de travailler et votre compétence est recherchée actuellement sur toute la planète. Alors bien sûr, pas maintenant, hein. Vous allez vous former. C'est important quand même, parce que quand on fait des études, c'est pour trouver du travail, bien sûr. Merci beaucoup pour cette conférence. Un peu compliqué pour notre niveau, mais c'était très intéressant quand même. Merci. C'est pour la planète, ça, pour le réchauffement climatique, donc ça peut toujours aider. C'est super. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci à vous, hein.